Avertissement. Dans cet épisode, on parle de négligence policière, d'invalidation en raison d'un diagnostic, de préjugés sur le trouble de personnalité limite et du syndrome de choc post-traumatique. On fait aussi référence à de la violence conjugale, à des menaces de mesures de contrôle en psychiatrie et à des propos suicidaires. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre Laurence qui nous raconte une situation qui m'a particulièrement marquée quand j'étais conseillère en défense des droits à Action Autonomie. Donc, Laurence a vécu une hospitalisation forcée après avoir appelé la police pour une situation de violence conjugale. Sa demande d'aide a été discréditée en raison d'un diagnostic en santé mentale. Laurence a d'ailleurs porté plainte en déontologie policière à la suite de ces événements. Dans la deuxième partie, on rencontre mon collègue Kevin, qui est conseiller en défense des droits à Action Autonomie, pour discuter de nos droits face à la police quand on fait l'objet d'une P38. Une P38, c'est la loi qui encadre les hospitalisations forcées en psychiatrie. C'est une loi d'exception et de dernier recours qui peut seulement être utilisée si l'état mental de la personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Une P38, ça débute très souvent par une intervention policière. Bonne écoute! Je m'appelle Laurence, j'ai 27 ans. Donc, moi, ça a commencé assez jeune. Depuis que je suis toute petite, en fait, mes parents, ils ont eu la chance d'avoir accès à des services en pédopsychiatrie. Il y a un soir où je me suis présentée à l'hôpital pour de l'aide. J'avais l'habitude du système, on peut dire. C'est déjà à cet âge-là. Ouais. C'était comme c'était une entente avec mes parents. Quand ça allait pas, je leur disais. Puis, on allait chercher l'aide comme on pouvait. Donc, il y a une fois où j'ai passé la nuit en garde préventive. Donc, moi, quand je rentre là-bas, je perds mes droits temporairement. Puis, tant que le médecin ne dit pas que je peux sortir, ben, je passe la nuit là-bas. Petite parenthèse ici, quand Laurence nous parle de la garde préventive, elle fait référence à la loi P38 qui permet d'amener une personne à l'hôpital contre son gré en raison de son état mental qui est évalué comme dangereux pour elle-même ou pour les autres. Dans la P38, il y a 3 types de garde en établissement. Il y a la garde préventive dont nous parle Laurence, il y a la garde provisoire et la garde autorisée. On va en parler là, des distinctions dans le prochain épisode. Aussi, Laurence nous dit qu'elle perd temporairement ses droits quand elle est en garde préventive. Elle fait référence au droit à la liberté. Parce qu'effectivement, pendant un certain temps, on nous empêche de sortir de l'hôpital. Par contre, il faut mentionner que même dans un contexte de P38, on conserve tous nos autres droits. Par exemple, on a le droit de refuser des médicaments, on a le droit de communiquer avec nos proches, on a le droit aussi d'être traité avec respect. On va discuter plus en détail des droits et recours à l'hôpital pendant une P38 dans le prochain épisode. L'épisode que vous écoutez présentement, c'est surtout consacré à nos droits face à la police dans un contexte de P38. C'était assez intimidant parce que j'étais assez jeune, puis j'étais entourée d'adultes là, qui étaient complètement désorganisés. C'était épeurant. Le lendemain matin, j'ai été convoquée par le psychiatre de garde, puis il a lu mon dossier, puis il a dit tout bonnement devant ma mère puis moi, « Ben oui, mais tu sais que tu as un TPL. » Ah bon? Puis il a dit ça dans ces termes-là, il a dit TPL. Straight de même. Okay. Ben, il a dit trouble de personnalité ou il a dit borderline, tu sais, mais on était comme, quoi, tu sais, on n'a jamais entendu ça, il y a personne qui nous a dit ça. OK, c'est spécial. Ouais, j'ai souvent été mal reçue à l'hôpital. Je me suis fait menacer de me faire attacher parce que j'avais de la peine, puis je me sentais jugée par le personnel, fait que je voulais rentrer chez nous. Puis j'étais juste au triage à ce moment-là, tu sais, puis la madame était comme, là, si tu te calmes pas, on va t'attacher sur la chaise. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles? Je pense que je devais avoir, 13 ans à peu près. Là. Ça m'avait vraiment marqué, vraiment, au point que je m'en rappelle aujourd'hui. Tu sais. En tant qu'adulte, j'ai été souvent délaissée par le système. Il y a une fois, je me suis présentée par moi-même à l'hôpital.
J'ai attendu des heures là, pour voir le psychiatre. Puis cette journée-là, il y avait un résident en observation avec lui dans son bureau. Et après m'avoir écouté, il m'a dit « Ben, tu sembles pas mal avoir des ressources, là. Il y a rien que je peux faire pour toi. » Fait qu'il m'a donné mon congé de l'hôpital, puis je suis rentrée chez nous. Puis cette fois-là, je m'étais présentée avec des propos suicidaires. Fait que c'était comme... Fait que c'était comme ciao, bye, tu sais quoi faire, on peut pas t'aider. Ouais, c'est ça. Arrange-toi avec tes problèmes. Ouais, je me suis sentie comme indésirable puis trop compliquée pour le système. En même temps, on me disait que j'étais intelligente, j'avais l'air de bien comprendre ma situation. Fait que ça invalidait vraiment ma souffrance. Mm-hmm. C'est comme, nous, on a des ressources, mais elles sont limitées, fait que, t'es pas à bonne place. Le pire incident, pour moi, ça s'est produit en mars 2020. Et ça implique la police et le réseau de la santé. Donc, cette fois-là, j'ai été victime de violences conjugales et de séquestration. À un certain moment, j'ai réussi à contacter la police. Du moment qu'ils sont arrivés sur les lieux puis ils ont appris que j'avais un diagnostic, c'est comme si l'intervention s'est complètement tournée contre moi. D'ailleurs, quand j'ai eu accès au rapport, c'est l'une des premières choses qu'ils ont mentionné là, dans le modus operandi, quand ils ont détaillé les faits. Puis tout d'un coup, puis là, je cite le rapport, là, mes propos n'étaient pas véridiques, selon les policiers. J'étais moins crédible parce que j'étais agitée, donc je pleurais puis je tremblais, alors que l'autre personne était calme. Donc, ils m'ont imposé une P38 sans avoir suivi le protocole, mais surtout sans que je sois ni un réel danger imminent pour moi-même, ni pour quiconque cette journée-là. Ils ont refusé que j'appelle un proche. Ils m'ont fait raccrocher quand j'ai réussi à contacter quelqu'un parce que je voyais que la situation prenait une tournure qui m'inquiétait. Puis ils n'ont jamais considéré que j'étais une victime de violence cette fois-là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est que tu avais appelé au départ la police parce que tu avais été victime de violence. Puis par la suite, comment ils ont su là, que tu avais un diagnostic en santé mentale? L'autre personne l'a mentionné, puis moi aussi, je l'ai mentionné à un certain point parce qu'ils sont arrivés, puis tu sais, je bégayais, j'avais de la misère à parler, puis dans ma tête, j'étais comme, OK, je sais que je suis intense, puis je sais que c'est perçu encore plus intensément de l'extérieur. Fait que j'essayais de leur dire, je suis pas en perte de contrôle, je suis juste beaucoup plus émotive. Mais j'étais pas violente. Je les ai appelés pour de l'aide. Mm-hmm. Puis j'étais en panique, j'avais peur, puis j'étais pas capable de sortir de là. Fait que j'ai appelé la police pour qu'ils viennent me prendre par la main littéralement, là, puis qu'ils me mettent en sécurité. Mm-hmm. Puis on peut comprendre que tu étais émotive à ce moment-là, après ce que tu venais de vivre, là, c'est ça. J'étais en état de choc complètement. Là, fait que j'en revenais pas. Là, j'étais comme, excusez mon langage, j'étais comme sur le cul. J'étais comme, ben là, c'est parce que je vous appelle, puis je veux de l'aide. Puis là, c'est comme, il y a personne qui m'écoutait, puis c'était moi la méchante. Là. Puis ça a même été dit par après là, que mon quartier de résidence avait la réputation d'être agité, puis qu'il y avait souvent ce genre d'intervention-là auprès des personnes intoxiquées. Puis là, je n'aimerais pas le quartier, mais je peux vous dire que c'était en pleine gentrification, puis que j'étais pas intoxiquée cette journée-là. Donc, ils sont arrivés avec plein de préjugés avant même d'avoir pris connaissance de la situation complètement. Puis j'ai été amenée à l'hôpital de force. Ils m'ont dit, tu rentres dans le char de police ou tu y vas en ambulance. Fait que j'ai pris l'ambulance. Ah ouais. C'était comme, moi, j'embarque pas avec toi. Là, une fois passée au triage, j'ai été mise sous surveillance dans une pièce. Les infirmières, ils m'ont traitée comme une moins que rien, puis ils m'ont complètement ignorée. Il a même fallu que je sorte dans le corridor à un certain point, puis que je demande devant tout le monde, est-ce que je suis ici en vertu de la P38? Puis là, ils ont juste, à l'autre bout du couloir, ils ont juste crié, oui, puis retourne dans ta pièce. Fait qu'ils ont refusé de m'apporter à manger, puis ils m'ont même dit, c'était à toi de manger avant de venir. J'avais pas mangé depuis la veille. Il était rendu 4 heures l'après-midi le lendemain. C'est une psychiatre à la toute fin qui a fini par m'écouter puis me prendre au sérieux. Puis elle m'a fait venir un repas. Elle m'a donné congé de l'hôpital après 4 minutes de consultation. Je dis ça parce que c'est pour démontrer que j'étais pas en crise et donc la B38 n'était pas justifiée. Mm-hmm. Parce que la B38, tu peux être retenue pendant plusieurs jours si c'est vraiment un cas particulier. T'sais. Puis moi, c'était comme, ben non, tu peux rentrer chez vous. Elle évaluait que tu présentais pas un danger, en fait, là, ni pour toi, ni pour les autres. Absolument pas. Puis elle a été super empathique. Puis elle était comme... Je pense qu'à un moment donné, elle a même dit, écoute, ma belle, fais juste me promettre que tu retourneras pas là. C'était comme, inquiète-toi pas. Avant de quitter l'hôpital, j'ai l'impression que le policier a réalisé qu'il avait peut-être pas pris la bonne décision. Il m'a laissé sa carte puis il m'a dit que si je voulais porter plainte plus tard, de l'appeler. Je pense qu'il y a eu un déclic, tu sais, puis
il m'a même dit si j'avais besoin de retourner chercher des affaires chez nous, d'appeler le poste de police, puis qu'il allait m'envoyer une escorte policière pour s'assurer que qu'il n'y ait pas de représailles ou qu'il se passe rien. C'était complètement contradictoire. Tu dis pourquoi vous avez pas fait ça au premier appel, tu sais? Oui, c'est ça. Fait que j'avais le sentiment de m'être retrouvée à la rue en pleine pandémie avec mon chat, mon pyjama puis ma brosse à dents. Le fait que j'ai tout perdu à cause de ça, donc mon logement, mon emploi, parce que je pouvais pas retourner travailler à distance, ma dignité puis mon sentiment de sécurité. J'ai éventuellement été diagnostiquée avec un syndrome de choc post-traumatique avec des séquelles à long terme suite à l'événement. Puis comment t'aurais aimé que ça se passe, l'intervention policière, dans cette situation-là? J'aurais voulu que le protocole soit respecté comme il faut. Okay. Le protocole, dans le fond, il dit que la P38, elle peut être appliquée après certaines étapes. Et l'une d'entre elles, c'est de faire venir une équipe d'intervention. Là, est-ce qu'on parle bien de UPS, urgence psychosociale? Entre autres, ça dépend des places. À Montréal, ça va être certains organismes. Sur la Rive-Sud, sont différents. Mais oui, dans le fond, c'est de faire venir des intervenants qui, eux, vont faire le diagnostic de la situation sur place puis qui vont juger si la personne est un danger imminent ou non, soit pour elle-même ou pour autrui. Puis c'est là qu'ils vont déterminer si la P38 est applicable. Parce que la P38, tu perds tes droits, là. C'est pas n'importe quoi, tu sais. C'est pas... hey, on va te prendre un café? C'est comme, ben, nous, on va décider pour toi parce que t'es pas en état de... Fait que c'est choquant, puis il n'y a rien que tu peux faire. Puis si tu te fâches, ben, t'empires ta situation, tu sais. Puis dans ta situation, est-ce que la police a essayé de les rejoindre? Non. Non? Non. OK. Non. Ça a été... Puis, tu sais, en fait, la P38, elle dit aussi que, dans le protocole, que la personne a le droit à tout moment de contacter un avocat, un proche. Tu as le droit d'appeler quelqu'un. Puis moi, quand j'ai essayé de le faire, comme je disais, ils m'ont empêché de le faire. Ils m'ont demandé de raccrocher au téléphone quand j'ai réussi à rejoindre ma mère, à 2 reprises même. Fait que ça a été comme... J'avais l'impression que c'était moi toute seule contre tout le reste. Ouais. Puis j'arrive pas à m'expliquer qu'en 2022, avec le budget qui est attribué au SPVM, que la formation en santé mentale, elle soit pas obligatoire, tu sais, dès l'école de police. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, surtout avec la pandémie, la hausse d'appels là, de détresse santé mentale, la violence conjugale. Tu sais, il semblerait qu'il y a des choses qui se mettent enfin en place là, pour privilégier que l'intervention soit faite par des intervenants avant les policiers, mais je pense quand même que quand ton métier, c'est d'intervenir auprès des citoyens à journée longue, là, c'est tellement important de défaire ces préjugés-là puis d'être informé comme il faut pour pas que ces situations-là arrivent. Donc, quelques mois après ça, j'ai contacté Action Autonomie. Je leur ai demandé de l'aide dans mes démarches pour une plainte en déontologie policière. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'exceptionnel qui m'a vraiment accompagnée une semaine après l'autre. Fait que, ouais, non, j'ai eu beaucoup de support émotionnel aussi à travers ça. J'avais besoin d'être crue, puis j'avais besoin d'avoir une réparation pour me rebâtir. J'étais comme complètement traumatisée parce que j'avais vécu, puis j'avais besoin d'un sentiment de justice. Puis il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on porte plainte ou qu'une plainte est déposée contre nous, notre nom apparaît dans un registre pendant plusieurs années. Puis dans mon cas à moi, mon nom est associé à une P38 non justifiée. Moi, je voulais une réparation pour ça. Puis la démarche en déontologie, comment ça s'est passé? Ça a été vraiment difficile parce que, premièrement, les délais d'attente sont longs. J'ai failli dropper ma plainte à un certain point parce que j'avais peur de me faire dire encore une fois que c'était dans ma tête, que c'était pas si grave que ça ou que c'était justifié. Puis j'avais tellement besoin de passer à travers ça qu'il y a des jours où j'étais comme, je suis pas game. Je suis pas game parce que si je me fais fermer cette porte-là, je sais pas ce que je vais faire après, tu sais. Fait que ça a été super difficile, puis plus ça prenait de temps, puis plus je devenais comme insécure par rapport à ça, puis plus qu'il y a des jours où je doutais vraiment de comme ma propre réalité, tu sais, comme c'est moi qui en fais trop, tu sais, comme je fais-tu la bonne chose, puis ça sert-tu à quelque chose? Fait que ça a été vraiment, vraiment difficile, puis c'était stressant, là. Il y a des nuits où je dormais pas, je faisais des cauchemars. Puis honnêtement, sans le support là, que j'ai eu avec Action Autonomie, jamais j'aurais été capable de faire ça. Les questions sont difficiles quand t'envoies ta plainte.
Dans mon cas, il y a eu une erreur administrative, elle a été rejetée. Fait que j'ai fait une deuxième demande, puis ils se sont excusés de ça, puis ils ont pris ma plainte super au sérieux, ils m'ont bien accompagnée par la suite, mais ça a été tellement de stress juste d'envoyer ça, l'attente, en plus de devoir confronter le policier, tu sais. C'est comme, c'est dire à quelqu'un, ben, t'as pas fait ta job comme faut, puis lui, il a son avocat du syndicat, puis moi, je suis là, la petite fille de Saint-Pied-3 à côté, puis il y a comme Alexandre Antonomy qui me tient par la main, puis je suis comme, c'est ma parole contre la sienne, tu sais. Donc, non, ça a été... Fille de Saint-Pied-3 qui est quand même très intelligente, beaucoup de puis très caractère. articulée, qui a du caractère, puis qui connaît quand même ses droits. Ne l'oublions pas, là. Un peu. Puis, t'es-tu à l'aise de nous dire le processus en déontologie, comment ça se passe? En fait, tout le monde doit passer par une médiation. Donc, c'est une audience où est-ce que on met un peu carte sur table, qu'est-ce qui s'est passé, et à ce moment-là, on décide soit s'il y a une entente, et s'il y a une entente, à ce moment-là, ça s'arrête là. Sinon, si on n'est pas satisfait avec le résultat de la médiation, on peut continuer les démarches, et là, ils vont réévaluer le dossier à voir si ça vaut la peine que le commissaire, lui, amène la plainte plus loin puis que ça aille à procès. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment de la difficulté à envisager parce que ça peut impliquer que la défense pouvait faire venir l'autre personne qui était présente cette journée-là pour comme contredire mes faits, me discréditer. Donc, c'était comme un stress de plus. Donc, t'as choisi de pas aller là. Je dis que je connais quand même bien mes droits, mais j'ai pas toujours bien maîtrisé la P38 comme je le fais aujourd'hui. Je savais qu'à quelque part, les policiers ne respectaient pas mes droits. Je leur ai même dit, puis ils n'étaient pas contents, tu sais. Je n'ai pas trop élaboré sur les détails, mais je peux dire qu'il y a une entente là, et qu'il y a un nouveau rapport complémentaire qui a été écrit qui rectifie les faits, dans le fond, de cette journée-là. Puis c'est écrit sur le rapport que j'étais une victime d'un acte criminel. Donc, j'ai eu gain de cause, puis à quelque part, j'ai gagné ma bataille. Il y a encore des trucs qui me frustraient, tu sais, mais je pense que j'ai eu une entente qui a été méritée, mais qui n'est pas nécessairement facile à avoir. Donc, puis c'était un risque, tu sais, c'est que si tu signes pas l'entente, puis que tu veux que ça aille plus loin, il y a des risques que ça n'aille pas plus loin. Ouais. Puis j'aurais pas eu ce rapport-là. Et le but, dans le fond, de la déontologie, c'est que tout le monde apprenne une leçon de ça. Tu sais, c'est pas juste de taper sur les doigts. Et je trouvais que il y avait plus de sens à venir à cette entente-là et que tout le monde puisse réfléchir pour le futur que de risquer de tout perdre puis de vivre encore le trauma qui vient avec, me défendre puis justifier encore une fois que j'étais une victime cette journée-là pour tout ce qui est arrivé. Puis de rallonger encore d'autres délais pour d'autres démarches. Là. À un moment donné, j'imagine qu'on veut passer à autre chose aussi. Là. Ben, tu sais, moi, l'événement, il s'est produit le 22 mars 2020, puis l'audience a eu lieu le 17 mars 2021. Fait que ça faisait presque un an, jour pour jour. Fait que j'étais fatiguée. Ouais. Puis même dans les semaines qui ont suivi, là, des fois, ça me repognait le lendemain. J'étais comme encore bouleversée. Ça m'a vraiment suivi longtemps. D'ailleurs, tu sais, moi, je pense que la résilience, c'est ça ma plus grande force. Je me suis souvent battue pour les droits des autres aussi. Puis en faisant ma démarche en déontologie, j'avais l'impression que ça pouvait prévenir une situation semblable avec quelqu'un d'autre dans le futur. Tu sais, je me suis dit, cette personne-là, après coup, là, cette personne-là, si jamais il fait face à quelqu'un puis que la personne dit j'ai un TPL, j'espère qu'il va se rappeler de moi. J'espère vraiment qu'il va se dire, OK, on va prendre le temps de s'asseoir, là, puis on va se parler 2 minutes, puis on va essayer de comprendre la situation, tu sais, puis de pas juger, puis de dire, bon, cette personne-là est en crise, on l'amène. Est-ce que tu en vis encore des répercussions aujourd'hui? Ben, comme je disais, j'ai été diagnostiquée avec un syndrome de choc post-traumatique. Il est arrivé une fois un événement l'été dernier. J'étais au centre-ville, là, à côté du métro Atwater, puis j'étais avec un ami. On mangeait un sandwich dehors, puis il y a eu une intervention pour une personne en crise de l'autre côté de la rue. Les policiers ils étaient à genoux, là, puis ils parlaient à la personne super calmement. Tu vois que la personne était agitée puis qu'elle était pas bien, mais le respect qu'ils avaient pour cette personne-là, puis là, je savais qu'ils attendaient une équipe d'intervention. J'étais comme, je revoyais la scène, puis j'étais comme, comment ça se fait
que dans un lieu qui est super agité comme ça, cette personne-là a le droit à une intervention comme ça, tandis que la mienne s'est déroulée complètement différent. J'étais comme... J'ai même pas été capable de finir mon sandwich. Là. Je suis rentrée, là, j'étais bouleversée, là, puis j'avais envie de brailler. Oui, il y a une injustice là-dedans. Là. Ouais. Tu te dis pourquoi moi, j'ai pas été traitée avec cette douceur et ce respect-là. Vraiment. Puis j'ai été chanceuse dans ma malchance parce que moi, ma famille m'a accompagnée dans toute l'histoire. Ils n'ont jamais douté de moi, puis ils m'ont supportée jusqu'en déontologie. Ils m'ont encouragée à faire valoir mes droits, tu sais. Puis c'est cool parce que quelques mois après l'audience, j'ai été invitée à témoigner de mon expérience auprès de des policiers qui décident volontairement de suivre la formation de réponse en intervention de crise. Puis ça m'a frappée de voir que même ceux qui veulent comprendre puis aider du mieux de leur capacité arrivent là avec tellement de préjugés puis d'ignorance sur la santé mentale. Comme il y a une policière, elle m'a demandé, à la phase des questions, elle dit « Ouais, mais tu sais, il y en a qui cherchent l'attention. » Puis j'ai dit « As-tu déjà pensé que ces gens-là, ils cherchent du réconfort? » Tu dis, on part de loin, là. Vraiment. Ouais. Puis ça, on parle des gens qui y vont volontairement, là. Oui. Ça m'a vraiment frappée. Est-ce que tu as d'autres exemples de préjugés par rapport, mettons, aux troubles de personnalité limite ou à la santé mentale en général, des préjugés justement par rapport à l'intervention policière que tu penses que ça aurait peut-être teinté leur intervention? Ben, les policiers qui étaient là cette journée-là, je suis pas dans leur tête, je sais pas ce qu'ils ont pensé, tu sais. Mais moi, quand j'ai participé à la conférence, j'ai parlé du fait que j'avais un diagnostic borderline. Puis il y a tellement de préjugés sur c'est quoi le trouble de personnalité limite. Les gens comprennent pas ce que c'est. Puis même dans le réseau de la santé, on commence à développer des thérapies appropriées. Puis c'est un trouble de la personnalité. Donc, chaque personne a une personnalité différente. Alors, le trouble se manifeste différemment pour chacun. Puis, tu as comme 9 symptômes / critères pour être considéré avec un TPL, mais ça varie. Tu sais, t'es pas figé avec ces 9 critères-là tout le temps. Tu peux en avoir 3 sur 9, tu peux en avoir 6 sur 9, puis avec le temps, t'en perds, t'en gagnes. Les gens s'imaginent que ça fait de nous des personnes... Bon, oui, on est intense, mais qu'on draine le monde autour de nous, qu'on est trop impulsif, que les relations avec une personne qui a un TPL sont presque impossibles. Puis c'est difficile parce que quand j'en parle avec des gens, le monde me dit « Ah oui, je connais quelqu'un qui a ça. » Puis je suis comme « Ouais, mais ton expérience avec cette personne-là peut pas dire... » Tu sais, dans leur tête, je me dis, ces gens-là, ils doivent s'imaginer que je fais la même chose que ceux qui connaissent, tu sais. Parce que tu as un diagnostic de TPL, veut pas dire que toutes les TPL sont pareilles, tu sais. C'est vraiment, important de comprendre ça aussi. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette histoire-là, Laurence? Premièrement, que je ne suis pas une étiquette. Que je peux accomplir ce que je veux, même quand on me dit que ça sert à rien, que le système, il peut pas changer, qu'on n'allait pas m'écouter, que j'allais perdre mon temps, tu sais. Je trouve que les gens en connaissent pas assez sur leurs propres droits, puis ça peut dégénérer facilement quand il y a de l'abus. Puis c'est pour se protéger soi-même, tu sais, c'est pas d'être baveux puis dire non, tu peux pas faire ça, c'est de dire non, je me respecte moi-même, puis je veux que tu me respectes là-dedans. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va maintenant discuter avec mon collègue Kevin des pratiques policières dans le cadre d'une hospitalisation forcée en psychiatrie. Qui peut appeler le 911 quand on s'inquiète de l'état mental d'une personne? C'est quoi les responsabilités de la police dans ce genre de situation? Et qu'est-ce qu'on peut faire si on a été victime de pratiques policières illégales? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous avertir que dans l'entrevue avec Kevin, on fait référence au suicide et on raconte de façon détaillée des situations de violence policière. Je vais faire un deuxième avertissement juste avant le passage qui est particulièrement difficile à écouter. Salut Kevin! Hello! Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu à nos auditoristes? Oui, bien sûr.
Mon nom est Kevin Boire. Je suis conseiller en défense des droits à Action Autonomie. Et ça fait longtemps maintenant. Ça fait depuis 2000, donc ça fait 21 ans. Oh, ouais, wow. Oui, je sais. Voilà. Et donc, j'aime toujours ça. En fait, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est d'aider les personnes à faire valoir leurs droits. Parce qu'il y a toujours des injustices, surtout auprès des personnes, je dirais, les plus vulnérables. Aujourd'hui, Kevin, on va parler des pratiques policières dans le cadre d'une garde en établissement parce que on sait que souvent, une garde, ça débute par une intervention policière. Tout à fait. Donc, est-ce que tu voudrais commencer par nous dire, on va commencer au commencement, là. Qui peut appeler la police quand on s'inquiète, mettons, de l'état mental d'une personne? C'est qui a le pouvoir de faire ça? Tu vas être surpris. N'importe qui, en fait. OK. Okay. Oui. Fait que mon voisin pourrait appeler, là, s'il s'inquiète. Le voisin, le livreur de pizza, n'importe qui, parce que lorsqu'on s'inquiète pour quelqu'un, ou lorsqu'on en perd de quelqu'un, on l'appelle le 911. Le 911, c'est eux qui déclenchent ou pas qu'est-ce qu'on appelle la P38, qui est le numéro de la loi. Et donc, les policiers sont obligés de venir vérifier. S'ils sont appelés, leur obligation, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Okay. Donc, il arrive souvent, dans mon expérience, que il y a plusieurs types d'appels. En général, les types d'appels que nous, qu'on a comme connaissance, c'est les personnes qui semblent avoir dérangé quelqu'un d'autre, qui parle fort, qui crie, parce qu'ils ont la télévision trop élevée, ils marchent beaucoup. Souvent, les appels, c'est des personnes qui sont amenées à l'hôpital par la police parce qu'on dit qu'ils ont dérangé quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ces situations-là, la police va quand même se déplacer? Oui. OK. Ils ont pas de choix de se déplacer. Lorsqu'un citoyen ou citoyenne appelle, il doit aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que de notre expérience, de mon expérience à moi, souvent les personnes qui sont amenées ou que le policier visite cette personne-là, ce sont des personnes qui sont déjà connues dans leur entourage comme ayant un suivi en santé mentale ou un problème de santé mentale. Donc déjà, le préjugé que si la personne fait du bruit, c'est forcément à cause de son état mental. Donc, il y a souvent des préjugés qui fait que ça alimente le recours au 911. Au lieu d'aller voir la personne et d'aller voir comment est-ce qu'elle va, des fois, les personnes ont peur. Puis ça peut être aussi raisonnable d'avoir peur. Donc, en général, de mon expérience à moi, c'est des personnes que ça se peut qu'ils vont pas bien, ils filent pas bien. Est-ce que la réponse, c'est de faire appel à la police? Je me questionne. Il y a d'autres sources qui auraient pu être appelées. Oui. D'ailleurs, si vous voulez avoir des exemples d'alternatives, justement, à la police et à l'hospitalisation, vous pouvez aller dans les différentes ressources qui sont proposées dans la description du podcast. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Là, mettons, on a appelé, les policiers et policières sont appelés, ils viennent sur les lieux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils évaluent la situation? Le rôle du policier ou de la policière, il est clair. C'est-à-dire qu'ils doivent aller voir la personne. Donc, on va dire chez elle. En premier lieu, ils vont cogner. Si la personne répond pas, on va essayer soit d'aller voir le concierge, essayer de rentrer pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que le policier ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de choix, il peut pas juste quitter, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il contacte, il faut qu'il voit la situation. Donc, une fois que la personne ouvre la porte, ou le concierge, ou un voisin ouvre la porte, il va rentrer. Il y a plusieurs fois que les policiers ils ont forcé la porte et sont rentrés de force. Donc, le policier, le rôle, c'est de rentrer et de constater la situation. Donc, si une personne, exemple, a fait une tentative de suicide, a pris beaucoup de médicaments, la personne est dans son lit, et il y a plein de bouteilles de médicaments ouvertes, ils peuvent appeler, en fait, ils vont appeler l'ambulance et
ils vont juger à ce moment-là que c'est assez clair que la personne est en danger pour elle-même. Mhm. Ça se voit. L'intervention policière à ce moment-là, c'est tout de suite, on la met à l'hôpital. OK. Il y a des personnes aussi qui font des actions pour blesser quelqu'un d'autre, mais ils sont témoins et c'est des menaces. Et la personne utilise des paroles confuses. Donc, il peut l'amener à l'hôpital ou des fois même, s'il y a déjà eu un acte de blesser quelqu'un, ils peuvent aussi l'amener en prison ou poste de police. Mais en général, ces deux extrêmes-là, donc tentative de suicide et blesser quelqu'un, sont extrêmement rares. Mhm. C'est la zone grise. C'est-à-dire que quelqu'un ne file pas bien, a besoin d'aide, mais il ne faut pas être à l'hôpital. Quelqu'un est fâché contre quelqu'un, est en chicane avec le voisin qui n'arrête pas de mettre sa musique, mais la personne qui se plaint, qui se fâche, a un suivi en psychiatrie, et donc le voisin appelle pour se dire, mon voisin, il crie, il a peut-être pas pris sa médication. C'est des vraies histoires, là. OK? Ça arrive comme ça. La police arrive, la personne n'est pas contente, donc il l'amène à l'hôpital parce que il est agressif. Les policiers à l'intérieur ont le droit de rentrer à l'intérieur de l'appartement ou de la maison ou du lieu et faire le tour pour vérifier s'il n'y a pas matière de dangerosité pour elle ou pour les autres. Exemple, des fois, il y a des couteaux qui sont à côté du lit, sur le sofa. Des fois, il y a des pilules. Ils sont là pour vérifier s'il n'y a pas une scène qui laisse croire qu'il y a un danger. OK? Mhm. C'est rare qu'il y en a. C'est très, très rare. Donc, dans cet espace-là de zone grise, ils sont obligés par la loi B38 de faire appel à quelqu'un qui est capable d'évaluer l'état mental de la personne parce que la loi est claire. C'est une loi pour la protection des personnes dont l'état mental présente un danger. Donc, c'est pas tout à fait la personne, mais c'est l'état mental Mhm. qui présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Ils sont obligés, par l'article numéro 8 de la loi, de faire appel à Montréal, c'est UPS Justice, qui veut dire urgence psychosociale. C'est une unité de travailleurs-travailleuses habilités à évaluer la dangerosité des personnes. Et c'est eux qui, ma foi, ils vont recommander ou non que la personne soit amenée à l'hôpital. Et souvent, lorsque la personne n'est pas recommandée d'aller à l'hôpital, souvent, ils vont lui offrir des ressources, soit un centre de crise. Des fois, les personnes sont vraiment en crise parce qu'ils ont rien à manger. Ouais. Puis ils n'ont pas reçu un chèque, soit de sécurité du revenu, de chômage. Ils n'ont pas d'argent, ils ont faim. Donc, ils vont leur donner des ressources pour ça. Donc, ils jouent un rôle important. Et ce rôle-là est important parce que l'objectif de l'article 8, d'avoir un intervenant de crise, c'est vraiment pour réduire le recours à l'hospitalisation. OK. En fait, même toute cette loi-là, P38, c'est dans le but de réduire le recours à l'hospitalisation parce que le coût associé à l'hospitalisation, il est tel que ça engorge les hôpitaux et souvent, pas absolument rien. Donc, le rôle du policier, donc, son obligation au policier ou à la policière, c'est de prendre le temps de faire appel à UPS Justice pour qu'il puisse soit venir constater l'état mental de la personne, soit le faire par vidéoconférence. Avec les pandémies, on voit que c'est quand même pratique et ça fonctionne bien. Puis aussi par téléphone. Donc là, tu disais que UPS Justice, c'est le service d'intervention de crise à Montréal, mais est-ce que dans les autres villes du Québec, il y en a aussi? Bien sûr, toutes les régions du Québec ont leur propre organisme qui est dédié pour être appelé. Le problème qu'on voit dans notre travail, c'est que ce recours-là, il est rarement respecté. Ouais. Ça,
pas ce recours-là, mais cette obligation est rarement respectée par les policiers. Il y en a beaucoup qui savent même pas, qui peuvent faire appel à UPS Justice. J'ai même accompagné quelqu'un qui a porté plainte et cette personne-là, le policier avait 19 ans d'expérience comme policier, connaissait pas du tout le recours, connaissait pas la loi, mais était appelé à intervenir dans le cadre de la loi. Il faut pas oublier, c'est une loi d'exception. Ouais. Donc, on prive quelqu'un de sa liberté. Donc, j'ai déjà accompagné à 3 reprises des personnes à la déontologie policière qui ont porté plainte pour contre les policiers qui ont pas fait appel au service de crise UPS Justice et parce que ces 3 personnes-là ont été immédiatement libérées par l'hôpital. Il y a même une personne que le psychiatre il a engueulé cette personne-là en disant « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu gaspilles mon temps, tu gaspilles l'argent de l'État. » Comme si c'était de la faute de la personne. Oui. Donc, son histoire est assez... Si j'ai le temps, je vais le raconter. C'est brièvement, cette personne-là, il fonctionnait très bien dans la vie et il a su cette semaine-là qu'il était atteint d'une maladie où que ça dégénère rapidement. Et de ce fait, à l'intérieur d'une semaine ou 2, il devait marcher avec une canne. Il était en forme. Donc lui, il a dit à une intervenante qu'il aide un peu dans ce processus de deuil que, ben, tu sais, si c'est comme ça, tu sais, ça donne pas le goût de vivre. Et je pense que je vais peut-être arrêter de manger. C'est ça. Okay. Dans les 15 minutes qui ont suivi cet appel-là, la police était là, OK, pour l'amener à l'hôpital. Parce qu'on jugeait qu'elle était en danger pour elle-même. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait peut-être pas manger. Qu'est-ce que c'était drôle, c'est que quand les policiers sont arrivés, elle dit, mort, que t'as pas, j'ai déjà faim. J'ai déjà commencé à manger. donc, mais les policiers, le fait qu'ils n'ont pas appelé UPS Justice, ils ont dit non, tu viens avec nous. Il a dit, c'est une vraie histoire, puis c'était à déontologie policière, comme plainte. Il a dit, non, ça va, merci de vous soucier de moi, mais je suis pas en danger pour moi-même, et surtout pas pour personne d'autre. Donc, je suis le traitement que j'ai à suivre. Les policiers disent non. Si vous me suivez pas, nous mettons les menottes. Ben, voyons donc. Je marche avec une canne, je lui mets les menottes. Ben, il dit, si vous ne suivez pas, si vous collaborez pas, on met les menottes. Il dit, mais moi, je veux pas y aller. Donc, il a mis les menottes. Il l'a mis par en arrière. Non seulement ça, il a mis les menottes où ils ont une petite clenche qui détache. Donc, s'il bouge, ça serre plus. Ah ouais, donc, je savais pas, mon Dieu, oui, j'avais ça. Oui. Et donc, ils ont escorté, donc il a fait descendre cette personne-là dans les escaliers, sans canne. Et ils l'ont emmené après ça à l'hôpital, où il s'est fait engueuler par le psychiatre. Donc, il faut aussi comprendre une chose, OK? C'est que lorsqu'on amène quelqu'un de force de cette façon-là, même si c'est pour l'aider, OK? Si on voulait vraiment aider, on leur a pris le temps de évaluer si c'est nécessaire de l'amener. Et puis, il y a aussi des conséquences aggravantes qui se passent après, c'est que ça a tout changé le rapport qu'il y avait avec les voisins qu'ils voient sortir avec des menottes avec la police. Ah ouais, hein? Ouais, donc, ça a des effets assez pervers. Non seulement ça, mais c'est aussi ça prive quelqu'un de sa liberté. Même si c'était, dans son cas, lui, c'était pour une nuit, quand même, c'est quand même sa liberté qui était privée pour absolument aucune justification. Lorsque la personne que j'ai accompagnée a porté plainte à Déonto, avec la police, ça a permis aux policiers de comprendre les conséquences, de ne pas prendre le temps d'appeler UPS Justice. Donc, c'est sûr que ça a du biais. Ouais.
À part la responsabilité de au moins essayer de rejoindre un intervenant ou une intervenante du PS Justice, est-ce que les policiers et policières ont d'autres responsabilités vis-à-vis les personnes? Tout à fait. La plus importante, c'est de prendre conscience que c'est une loi pour la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, il faut approcher les personnes avec une sensibilité et une approche aidante et non une approche militaire qui va provoquer encore plus de crises. Ils sont là pour aider à protéger les personnes. Donc, on les traite comme de cette façon-là, numéro 1. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement. J'ai même accompagné quelqu'un, puis c'était drôle parce que j'étais au téléphone avec les personnes et à 10 minutes, Kevin, quelqu'un cogne à la porte. C'était la police. Parce qu'elle avait fait une crise, justement, avec une agence gouvernementale qui voulait pas reconnaître quelque chose, un problème avec une agence du gouvernement. Puis elle dit, c'est comme ça, j'ai plus le goût de vivre. Elle a dit ça à la personne à l'agence. Donc, eux, ils ont appelé la police pour dire, madame a dit ces paroles-là. Donc, on peut présumer que cette personne-là, son état mental était fragile. Donc, les policiers doivent se présenter avec ça dans la tête. Que la personne, peut-être, va pas bien, peut-être, et que il faut qu'on soit les plus délicats possibles pour aider la personne. Donc, moi, j'étais là, puis j'attends qu'on y fort. Puis la personne dit, attends une minute, il y a quelqu'un à la porte. Puis là, j'attends, police, ouvre la porte, sinon on va le défoncer. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais. C'est tout en douceur, cette approche. Super. Elle dit, oui, vous êtes mes sauveurs. Ben non. Elle dit, voyons donc, je pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, elle a dit, non, je vais pas à l'hôpital. J'ai été témoin au téléphone. Ben, elle dit, si vous venez pas avec nous, on va vous forcer. Elle dit non. Après ça, ils ont pris son bras, ils l'ont twisté derrière son dos. Ils ont pris l'autre, puis là, elle a crié, ouch, tu me fais mal au bras, lâche-moi. Et après ça, ils ont mis les menottes. Elle dit, je suis en train de parler avec Action Autonomie, je vais avoir mon droit de parler avec Action Autonomie. Il a pris le téléphone puis il l'a pitché sur le sofa. Ils ont enlevé le téléphone. Donc, non seulement parce que les policiers doivent permettre à la personne de t'appeler qui qu'ils veulent pour avoir un soutien, soit un avocat, soit un proche, soit même leur psychiatre. Donc, des fois, tu sais, c'est peu importe qui veulent appeler, ils ont le droit d'appeler qui qu'ils veulent. Fait que dans le témoignage de Laurence, là, qui voulait parler à sa mère, puis que les policiers en ont empêché, il avait pas le droit, en fait, de l'en empêcher. Il avait pas le droit de faire ça. Cette genre d'attitude-là, de qu'est-ce que je vois, c'est souvent teinté de préjugés. Un, que la personne visée, mais qu'elle n'a pas ses droits, de toute façon, n'a pas les capacités de les faire valoir, donc pas besoin de donner l'information. De toute façon, il ne sait pas. Donc, on va faire vite, on va l'amener à l'hôpital. Donc, il doit agir avec douceur, avec une attitude qui apaise une possible crise ou santé mentale fragile. Là. 2, il doit informer la personne. On est ici parce que quelqu'un a fait appel, qui s'inquiétait pour vous, que vous avez dit des paroles ou quelqu'un a peur de vous pour certaines raisons. On va vous amener à l'hôpital pour vous faire évaluer. Donc, vous pouvez appeler qui vous voulez. C'est votre droit. Et voici où qu'on va vous amener. C'est souvent à l'hôpital le plus proche ou à l'hôpital, donc la personne est déjà suivie. Un autre droit important que doivent respecter les policiers, ils doivent utiliser une force qui est toujours en proportion avec la situation. Donc, ils peuvent pas utiliser une force au-delà de la situation. C'est toujours une force la moins contraignante au commencement qui, la parole. C'est de informer et d'expliquer pourquoi qu'on veut l'amener à l'hôpital.
Ensuite, ben, s'il refuse, il faut toujours utiliser une force qui est en proportion avec la situation. Est-ce que l'utilisation des menottes qu'on voit souvent est une utilisation de force adéquate? Non. Ouais. Au contraire, ça donne l'impression que les personnes ont commis un crime. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes, juste d'être diagnostiqués santé mentale, des fois, ils sentent qu'ils sont traités comme des criminels, comme si ça justifie que s'il y a un problème en auto, c'est forcément eux qui sont les coupables. Ouais, c'est comme ça que Laurence parlait dans son témoignage aussi, qu'elle s'était sentie comme une criminelle alors qu'elle venait elle-même de vivre une situation de violence. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire quand les droits que tu viens de nous nommer sont pas respectés? Est-ce que Action Autonomie peut nous accompagner dans ces démarches-là? Oui. Le recours qui est possible, c'est le recours administratif, et c'est de porter plainte à la déontologie policière. Lorsqu'on porte plainte à la déontologie policière, Action Autonomie peut aider à préparer la plainte, peut aussi, si la personne veut, être présent dans toutes les étapes. L'accompagnement d'Action Autonomie, que les policiers savent qu'Action Autonomie est là, a pour effet aussi de dire aux policiers, je suis pas seul. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'une personne veut porter plainte contre un policier, elle doit remplir à l'intérieur d'un an. Il y a un an suite à l'événement, c'est ça, suite à l'intervention policière, oui. en fait? Okay. Après un an, le délai, il est échu. Par contre, si la personne prend connaissance que son droit était bafoué, mais après un an, donc, ça arrive que les personnes, que nous, on visite des groupes communautaires ou différents groupes, qu'on explique leurs droits, puis là, sont informés que le policier ont bafoué leurs droits. Ils ont pris connaissance seulement après un an. Ils peuvent aussi porter plainte. Le plus facile, c'est de remplir sur Internet le formulaire. Et Action Autonomie aide les personnes à préparer toute la plainte pour être sûr que la déontologie policière comprenne bien le bris de droit. Et aussi, cette plainte-là, c'est ça qui est utilisé tout au long de la démarche. Donc, s'il y a des choses qui sont incomplètes, des fois, on peut les ajouter, mais toujours mieux d'avoir pris le temps, là, un an. Donc, on prend le temps, on met tout dans la plainte. Okay. Comment ça fonctionne à déonto, rapidement? C'est que ils vont proposer la médiation. C'est-à-dire que la déontologie policière, si elle accepte la plainte, si elle est recevable, l'objectif de la médiation, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente qui satisfait la plaignante. OK? C'est pas la panacée. C'est-à-dire que il n'y a pas d'argent qui est inclus. C'est une médiation entre la personne victime, les policiers ou le policier et une médiatrice. Il appelle ça une conciliatrice ou conciliateur qui fait un peu l'entre-deux. Donc, la personne rencontre les policiers, on s'assoit à la même table. Les policiers sont toujours accompagnés d'avocats ou d'avocates, du syndicat. La personne peut être représentée par avocat. Et donc là, la personne plaignante va exprimer qu'est-ce qu'elle a vécu et les impacts sur elle. Les policiers vont répondre et des fois, les policiers vont offrir quelque chose. Exemple, je propose de m'excuser. Je le savais pas. C'est mieux que rien. Oui. Pour certaines personnes, juste être capable de le dire, c'est déjà beaucoup. Ouais. Par contre, il faut savoir aussi que ce processus-là, il est très stressant parce que les personnes font face à leur bourreau. Les personnes qui... C'est beaucoup. Ouais. Puis aussi, quand on parle de santé mentale, il y a toujours aussi une crainte d'être discrédité. On va dire, ouais, mais t'es en crise, tu te rappelles pas. T'as imaginé des affaires, t'exagères. Oui, toutes sortes de, je dirais, de justifications pour se protéger contre ces accusations-là.
Donc, en général, ça s'arrête à la médiation. Les personnes ne sont pas toujours satisfaites. Des fois, ils sont. Mais la plupart ressortent de cette expérience-là, je dirais, avec toujours un sentiment ambigu. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de sanction envers les policiers. Ouais. La seule chose qui peut être un impact pour les policiers, c'est que ça reste à son dossier. Si le policier fait ça aussi à quelqu'un d'autre, ça remonte. Si le policier veut avoir un poste de plus haut, ou il veut enseigner, ou il veut aller travailler pour la SQ, ça va ressortir. Donc, ça peut être un handicap pour les policiers plus tard dans leur carrière. C'est clair. Mais à part ça, il y a pas beaucoup de conséquences pour les policiers. Admettons que la médiation ne fonctionne pas. Admettons que la personne concernée, elle veut pas de médiation parce qu'elle s'est faite tabasser par des policiers. Ça arrive. J'en connais une personne, puis je vais expliquer la scène, et c'était terrible. Elle avait trop peur. Donc, si elle refuse de médiation par crainte, parce que qu'est-ce qu'elle a vécu, c'était trop terrible pour elle d'être devant son bourreau, elle peut dire ça, et c'est là que la déontologie policière va évaluer s'il va en enquête. C'est un processus judiciaire. C'est-à-dire que là, il y aura des sanctions réelles aux policiers. Exemple, il peut être suspendu pendant X nombre de temps. Bon, différentes sanctions. C'est quand même exceptionnel, cette procédure-là, mais ça peut être le cas. Il faut que ce soit une cause qui va bénéficier aussi l'ensemble de la population. J'aimerais faire une petite pause ici pour vous avertir qu'il y aura des propos très descriptifs d'une situation de violence policière. Si vous préférez ne pas les entendre, vous pouvez sauter les 3 prochaines minutes de l'épisode. Moi, j'ai accompagné une jeune femme. Elle a, je dirais, toutes les qualités duquel les préjugés sont très tenaces. Ben, 1, c'est une femme. 2, elle est autochtone. 3, elle est lesbienne. 4, elle est pauvre. 5, elle est suivie en psychiatrie. Ça fait beaucoup de pression, tout ça. Beaucoup. Donc, elle sait qu'elle a une santé mentale fragile. Ça arrive que son propriétaire, à ce moment-là, faisait exprès pour qu'elle parte de fermer le chauffage l'hiver. Oui. Pour qu'elle puisse se fâcher puis partir. La dernière fois qu'elle a fait, qu'elle a baissé le chauffage l'hiver pendant qu'elle était là, elle a fait une crise. Elle a hurlé, vraiment une grosse crise. Ouais, puis on peut comprendre pourquoi. Là. Oui. Mais le propriétaire a appelé la police. La police est venue. Ils sont venus chez elle. Ils la connaissaient parce que elle a déjà été en psychiatrie avant par une P38. Ils l'ont pris, ils l'ont menotté, les 2 bras par en arrière. Donc, ils l'ont même, parce qu'elle voulait pas marcher, donc ils l'ont traîné jusque dans la voiture. Ils l'ont mis en arrière. Et dans certaines voitures de police, je le savais pas, mais j'ai appris que sous le siège, le monde s'assoit sur un plexiglas dur. Oui. À cause des bébites. Puis, c'est des punaises. Oui, c'est ça. OK. Donc, ils l'ont mis face étendue sur le plexiglas, pas attaché, sur le banc en arrière. Puis, ils sont partis en voiture. Ils l'ont emmené à l'hôpital après. Elle saignait parce qu'elle s'est cognée la face sur le plexiglas. Les menottes étaient aussi déclenchées. Donc, chaque fois qu'elle bougeait, ça serrait plus. Avant d'arriver à l'hôpital, ils l'ont mis droit avec la ceinture de sécurité pour se rentrer dans l'urgence. Pour bien paraître, Voilà. puis tout ça. Oui. Donc, elle voulait porter plainte et elle a décidé de le pas parce que, elle voulait pas faire face aux policiers.
Et deux, mais elle avait peur aussi d'avoir les représailles. Peut-être que cette cause-là aurait pu aller en enquête. Ouais. On peut comprendre aussi sa réticence, là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis est-ce que, d'après toi, ça vaut la peine de porter plainte en déontologie policière? Oui. C'est sûr qu'on le fait toujours, ou les personnes le font souvent avec une crainte de représailles, ou aussi on me croira pas, ou ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine dans le sens où ce que la déontologie policière reçoit de plus en plus de plaintes de cette nature-là. Puis ils m'ont déjà dit, Kevin, demande aux personnes de pas juger s'il y a eu bris ou non de leurs droits. S'ils sentent que le droit n'a pas été respecté, qu'ils portent plainte, laissez-nous évaluer. Parce que peut-être qu'il sait pas, mais peut-être il y a d'autres choses que le policier a fait que la personne ne sait pas. Faut pas avoir peur de porter plainte. OK? Faut pas avoir peur. Faut pas oublier que les policiers, chaque année à Montréal, ils reçoivent environ en moyenne là, 33 000 appels concernant la santé mentale. De tout ordre. Considérant qu'ils font face à beaucoup d'appels santé mentale, le fait que la formation est volontaire, c'est inquiétant parce que c'est pas sexy pour un policier de prendre une formation santé mentale quand que, comme une étudiante m'a déjà dit, qui était à l'école de police, elle dit, c'est pas sexy. Les étudiants veulent courir contre les bandits. Ils veulent pas être des travailleurs sociaux. Si je comprends bien, là, dans la formation en technique policière, il n'y a pas une formation spécifique sur l'application de la loi P38. Pas dans ma connaissance à moi. Il y a quand même des aspects de santé mentale, mais très peu. Très peu. C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Laurence pour son témoignage, Kevin pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode. Puis après ça, on m'emmène dans une autre salle où je dois enlever mes vêtements, tout laisser de côté, puis on me donne une robe de chambre, une robe d'hôpital, je sais pas comment on appelle ça. Une jaquette, ouais, une belle jaquette bleue qui est super là, pour garder l'impression qu'on est un être humain puis qu'on a une individualité. Puis on m'amène jusqu'à l'unité de psychiatrie où je sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'attend.